Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bon. Je pense qu'en fait, vous pouvez juste envoyer des questions, réponses dans l'outil. Oui, ok, très bien. En fait, vous pouvez juste me parler. Donc voilà, donc je me présente, donc docteur Jean-Marc Seigneur, je suis directeur de la formation continue blockchain, crypto-monnaie, finance décentralisée à l'Université de Genève. Et je vais normalement partager une présentation avec vous sur voilà, cette révolution blockchain qui est lancée depuis environ 2008-2010 avec Bitcoin, qui était le premier système à utiliser le blockchain. Et j'essaie de voir. Est-ce que je vais pouvoir présenter? Ah, c'est introduction ici. Okay. Donc là, normalement, vous devriez voir mon écran. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que vous voyez cet écran? Partagé? Oui, en fait, voilà, on voit bien en dessous. Ok. Donc, normalement, on va rester comme ça. Et je vais vous présenter donc une introduction à ce monde des blockchains, des crypto-monnaies et de la finance décentralisée. Alors, donc, si je reviens donc sur ce que j'ai fait, moi en fait, j'ai publié à peu près plus de 140 publications dans ce domaine de la confiance décentralisée depuis 2005, donc 5 ans avant le Bitcoin. Je travaillais déjà sur des algorithmes de résistance aux attaques et de réputation en ligne, donc tout ce qui était confiance numérique. Au niveau des Nations Unies, en fait, à Genève, on a un organisme international qui travaille sur la standardisation de tout ce qui est technologie de l'information pour les Nations Unies, qui est l'ITU. Et là, je suis en fait responsable de tout ce qu'on appelle des stablecoins, donc des monnaies qui sont stables par rapport à une référence. Donc, en fait, par exemple, vous pourrez avoir le franc suisse digital sous forme de crypto-monnaie, et on aurait un token, un franc suisse, où on appelle ça aussi les monnaies des banques centrales des pays. Et CBDC, c'est Central Bank Digital Currency. Et donc, on est en train de travailler sur la standardisation de ce genre de monnaie à l'ITU. Donc, je suis directeur de cette formation continue CAS Blockchain, hein, qui est le site web ici, qui est casblockchaincertification.com. Et aussi, je suis coordinateur d'un autre certificat d'études avancées qui est celui de la gouvernance de l'information, qui est en lien avec la sécurité, parce que je sais aussi que cette session fait partie du thème sécurité de la conférence du salon LEC. Ensuite, donc voilà, les crypto-monnaies donc, ont commencé vraiment vers 2008-2010, quand en fait un auteur qui s'appelait Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît pas vraiment l'identité, qui pouvait être aussi plusieurs auteurs. Alors il y en a qui pensent que ça pourrait être la NSA, donc l'organisme de sécurité même des États-Unis, qui aurait créé cette solution. Donc elle a commencé pour faire une monnaie digitale qui aurait pu être utilisée donc, pour payer des biens dans le monde entier, mais qui serait limitée dans son nombre, donc qui serait plafonnée à 21 millions d'unités de tokens, donc de jetons, donc 21 millions de jetons Bitcoin maximum. Et on voit donc que depuis les années 2010, en fait, il y a eu deux premières pizzas qui ont été achetées, je crois, pour 10 000 bitcoins qui font peut-être environ maintenant des centaines de millions de francs. Et bien en fait, on est parti de zéro, hein, puis donc on a eu plusieurs cycles de montée de cette monnaie-là.
puisque comme elle est limitée, il n'y en a que 21 millions qui vont être créés. Si on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a certains qui ont pensé que ça pouvait avoir un intérêt à avoir une partie de cette ressource limitée. Actuellement, au niveau de Bitcoin, donc on arrive à avoir une valuation qui est assez importante. C'est pour ça qu'il y a certains pays qui commencent à vraiment essayer de limiter ou de réguler ce domaine. Et en fait, là, on est à peu près au niveau du marché, si on compare le marché de l'or et Bitcoin, on pourrait dire que Bitcoin est déjà à 10% du marché de l'or. Bon, ça évolue beaucoup, parce que c'est très volatile. Donc, il faut faire attention aux chiffres, ils sont pas d'un jour à l'autre, ils peuvent évoluer. Il y a beaucoup d'entreprises comme Tesla, par exemple, qui ont commencé à mettre dans leur balance sheet à prendre du Bitcoin, et pas pour peu, puisque je crois que ça faisait plusieurs centaines de millions, voire même le milliard de dollars. Et donc, comme il y a de plus en plus d'acteurs, même des entreprises qui achètent du Bitcoin, et comme il n'y en a que 21 millions, et bien c'est vrai qu'il a tendance à monter. Alors là, depuis un certain temps, quelques semaines, il a rebaissé, mais c'est vrai que si on regarde en 2020, il était plutôt aux alentours de 5 000, 10 000, et actuellement, il est monté jusqu'à 64 000, et puis là, il est aux alentours de 40 000. Donc ça, c'est à comparer avec la monnaie des gouvernements, donc par exemple le dollar américain, qui, en fait, où il y a de plus en plus de dollars qui sont créés sans limite, puisque depuis les années 1930, 1970, les réserves d'or ne limitent plus la limite de création du dollar. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est la courbe du dollar. Et on voit que même depuis le crash de mars 2020, il y a une augmentation très importante du nombre de dollars. Et en fait, il y a beaucoup de banques centrales dans le monde qui ont créé beaucoup de monnaie pour pallier à la crise économique qu'il y a eu à cause du coronavirus. Je regarde juste. Ouais. Tout le monde, là, c'est bon, vous m'entendez bien quand je parle, parce que c'est vrai que je n'ai pas de retour. C'est marqué oui. Donc, le Bitcoin a été mis en place pour trouver une solution au fait que les gouvernements, eux, en fait, vont décider d'une augmentation importante de leur monnaie sans limite physique, on va dire, alors que là, le Bitcoin est limité à 21 millions. Et comme je l'ai dit, donc, suite au succès du Bitcoin, eh bien, la technologie qui est dessous, qui est la technologie blockchain, a commencé à être utilisée aussi par ces gouvernements, puisque vous voyez ici, on a beaucoup de gouvernements qui sont en train de travailler sur des euros digitaux, du Suisse franc digital, du dollar digital. Et en fait, le pays qui est le plus avancé actuellement, c'est la Chine. La Chine, depuis 2016, a vraiment investi même en propriété intellectuelle. Ils ont par exemple déposé plusieurs brevets pour protéger leur solution de monnaie digitale. C'est une des seules monnaies digitales gouvernementales qui actuellement peut faire des transactions sans être connecté à Internet. On appelle ça offline, donc sans connexion. Et avec le digital yuan, donc la monnaie digitale chinoise actuelle, qui est déjà en test dans plusieurs grandes villes de Chine, ils peuvent aussi payer avec ces monnaies digitales, y compris quand ils ne sont pas connectés à Internet. Il n'y a pas besoin de connexion à Internet. Donc la Chine est vraiment leader dans ce domaine-là. Et les autres essaient de suivre un petit peu, mais le manque d'investissement dans ce domaine qui va révolutionner non seulement la finance, mais aussi, par exemple, le suivi des marchandises, car la blockchain permet de tracer non seulement des transactions bancaires, mais aussi des transactions de biens, va révolutionner un grand nombre de
le domaine de nos sociétés. Et même au niveau des universités, je veux dire, il y a plusieurs universités qui ont investi dans ce domaine majeur et d'autres peu. Donc, Satoshi Nakamoto, en 2008, ce groupe de personnes, cette personne ou ce groupe de personnes, a écrit un document qui permettait de créer la première blockchain. Et pour lui, il voulait que ça soit donc du cash électronique. Il voulait que ça soit fait pour qu'on puisse payer les biens de la vie courante. Mais comme le Bitcoin, en fait, finalement, est limité à 21 millions, c'est plutôt devenu une réserve de valeur, une store of value. Et actuellement, donc, peu de gens payent des biens en Bitcoin, puisque, en fait, si vous achetiez actuellement quelque chose en Bitcoin, peut-être que l'année prochaine, s'il avait fait, son prix avait encore augmenté, vous aurez payé des sommes astronomiques pour un repas ou réserver une nuit dans un hôtel. Chez Tesla, pendant quelques mois, c'était possible d'acheter une voiture Tesla avec du Bitcoin. Puis après, en fait, récemment, ils ont aussi arrêté de prendre des Bitcoins pour le paiement de Tesla. Parce que le Bitcoin, en fait, on va voir, la blockchain en elle-même du Bitcoin nécessite une grande utilisation de puissance de calcul d'ordinateurs. Et donc, pour faire fonctionner ces ordinateurs, il faut beaucoup d'électricité. Et dans de nombreux pays, en fait, pour faire fonctionner ces ordinateurs qui font fonctionner le système Bitcoin, l'électricité était non développement durable, donc non verte. Et donc Tesla, en fait, a dit que c'était pas en fait, de promouvoir un système qui utilise beaucoup d'électricité non renouvelable n'était pas actuellement bénéfique pour la Terre, et donc n'accepte plus là depuis quelques semaines l'achat en Bitcoin. Mais on pourrait très bien penser à ce que les ordinateurs qui font tourner le système Bitcoin puissent fonctionner sur des sources d'énergie renouvelable, des grands champs de panneaux solaires, ou même en Suisse, on peut avoir de l'énergie hydraulique qui peut être utilisée pour faire tourner ces ordinateurs avec de l'énergie plus verte. Et donc Tesla a dit que si il y avait une certification que les ordinateurs utilisaient de l'énergie verte pour faire fonctionner le système Bitcoin, eh bien, à un certain niveau, ils pourraient de nouveau l'accepter. Bitcoin, en fait, ça a été un système donc, qui a créé la première blockchain grâce à beaucoup de recherches qui avaient été faites avant dans les systèmes d'information et l'informatique. Donc, on avait tout ce qui était signature électronique, qu'on utilise déjà dans le monde réel pour signer des actes de notariat ou même dans les banques. Maintenant, vu qu'on ne pouvait plus aller dans les bureaux des banques, on signait souvent des choses par signature digitale. On avait aussi l'idée de pouvoir faire des programmes décentralisés, c'est-à-dire donc, des programmes qui peuvent être déployés sur un réseau d'ordinateurs où il n'y a pas une seule personne qui contrôle tous les ordinateurs, mais en fait, c'est des gens indépendants qui mettent différents ordinateurs à disposition pour faire fonctionner le système, donc c'est un système communautaire. Et donc, comme personne contrôle, il n'y a pas une seule personne qui contrôle tout le système, eh bien, les programmes qui sont déployés dessus, ça peut être, donc, on peut connaître ce qu'ils font, et comme personne ne peut les modifier, puisque il faudrait que toute la communauté entière, une fois que le programme est déployé sur ces ordinateurs, qu'ils soient d'accord pour changer le programme. Eh bien, souvent on dit que c'est des programmes qui viennent des contrats intelligents qui sont déployés sur ces ordinateurs, ce système communautaire d'ordinateurs. Et donc, on est capable, après, en fait, d'avoir des programmes qui vont faire office carrément de contrat déployés sur ce genre de système. Donc, comme c'est un système communautaire, on a aussi des recherches qui avaient été faites sur
peer-to-peer, donc les systèmes pair à pair, où chaque personne va contribuer un ordinateur ou plusieurs ordinateurs, et dans ces milliers d'ordinateurs, ces centaines de milliers d'ordinateurs qui sont contribués, vont créer un système communautaire où il n'y a pas une seule personne qui contrôle tout le système, mais en fait, c'est un système de pair à pair communautaire qui va permettre de gérer et de faire fonctionner le système en entier, mais il n'y a pas une seule personne qui peut décider d'arrêter ou de changer un programme qui fonctionnerait sur ces systèmes. Donc, comme j'avais dit, donc depuis 2008, où la conception, le document de conception a été fait, il y a eu une implémentation qui avait été créée sous forme de programme, et ce programme a été mis sur 1, 10, 100, 1000. Et actuellement, il y a entre 50 000 et 200 000 ordinateurs qui font tourner le système Bitcoin, sans compter, je dirais, les ordinateurs qui, eux, permettent de créer des nouveaux Bitcoins, qui tournent dans le monde pour faire tourner ce système. Et voilà, donc ces deux pizzas Papa John's en 2010 avaient été achetées pour 10 000 bitcoins, et comme je vous l'ai dit actuellement, qui équivaut à plusieurs centaines de millions de francs. Donc on ne va pas retourner dans le détail, là on n'a pas le temps, je dirais, de vraiment aller dans le détail de comment est-ce qu'on va pouvoir acheter du bitcoin et puis l'avoir sur son propre ordinateur. Mais je vais vous donner quelques clés. Donc, là, vous voyez, en fait, quand on va avoir un compte Bitcoin, on va avoir ce qu'on appelle une clé privée et une clé publique. Et ces deux-là, elles sont liées mathématiquement. Donc, il y a un modèle mathématique qui fait que une adresse, qu'on aura une clé publique qui va correspondre, en fait, quand on va hacher cette adresse, donc la clé publique, vous voyez, elle est ici. Donc, c'est un grand nombre de caractères qu'on ne comprend pas très bien. Mais après, vous voyez, il y a SHA, donc c'est un système de hachage. Et on passe dans cette formule mathématique. Et en fait, après, on arrive à avoir une adresse qui est plus courte. Et ça, en fait, ça va correspondre à l'adresse. Donc, la clé publique est hachée. Et on va avoir, en fait, un compte qui va correspondre à un jeu de caractères de cette taille-là. Et donc, là, vous voyez, par exemple, ce compte-là, ça serait 1KK qui finirait par HFA. Donc, ce serait l'adresse du compte que la personne a créé. Et pour pouvoir contrôler, je dirais, si vous envoyez des bitcoins sur cette adresse-là ou d'autres crypto-monnaies, eh bien, la seule personne qui serait capable de contrôler et renvoyer ces bitcoins-là ou acheter des choses avec ces bitcoins-là, ça serait celle qui a l'équivalent, donc la clé privée. Et donc, quand vous générez un compte Bitcoin sur votre ordinateur, ça se fait au hasard, et les mathématiques font qu'il y a très peu de chances, mais vraiment très peu de chances, il y a une poussière dans l'univers que quand vous générez une clé, ce soit la même qu'une autre personne, grâce à des formules mathématiques et des modèles formels. Donc, que quand vous générez une clé, en fait, cette clé publique qui va devenir votre adresse, en fait, il y a aussi une clé privée, et personne d'autre, il n'y a quasiment aucune chance qu'une autre personne génère la même clé privée au même moment. Donc ça, en fait, vous voyez, ça sera en fait une chaîne de caractères que vous avez aussi sur votre ordinateur, et celle-là, par contre, il ne faut jamais la mettre en public, parce que toute personne qui a ce jeu de caractères-là, vous voyez, 5K, FZ, permet pour payer avec les bitcoins qu'il y a sur ce compte ou renvoyer des bitcoins qu'il y a sur ce compte sur notre adresse. Donc ça, c'est voilà, on génère une paire de clés asymétriques sur son ordinateur, et ensuite, on va avoir donc une clé privée qu'il ne faut jamais mettre publiquement, parce que sinon, toute personne qui a cette clé-là peut contrôler ce qui se passe sur cette adresse, et donc l'adresse, c'est un hash, une version raccourcie de la clé publique de la paire de clés qui a été créée. Bien entendu, il faut faire assez attention, parce que si vous créez ça sur votre ordinateur et vous l'utilisez aussi pour des jeux, vous n'avez pas mis d'antivirus, un hacker peut être sur votre ordinateur et lui pourrait voir la clé privée sur votre ordinateur. Donc il faut aussi normalement mettre un mot de passe et avoir cette clé privée, même sur votre ordinateur même, bien protéger votre ordinateur et utiliser un mot de passe pour
pouvoir protéger cette clé privée. Il y a aussi des appareils indépendants qui existent, des hardware wallets, donc on appelle c'est comme des clés USB si vous voulez, mais qui ont dedans des puces électroniques sécurisées qu'on connecte par USB ou Bluetooth, mais donc qui sont déconnectés de l'ordinateur principal, et donc il y a beaucoup moins de chances que sur cet appareil-là, il y a un hacker, puisqu'il y a une séparation physique entre ce qui se passe sur cette clé-là et ce qui se passe sur l'ordinateur. Et donc là, en fait, là-dedans, vous mettez aussi votre clé privée, et donc ensuite, vous pouvez signer des transactions numériques sur cette clé-là, et juste envoyer les transactions signées sur votre ordinateur, et donc il y a moins de risques que vous fassiez prendre ou voler vos clés privées, puisqu'elles ne sont pas sur votre ordinateur personnel, mais elles sont sur une clé externe. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas perdre ces clés. Il y a aussi des moyens de faire des sauvegardes. On peut faire une sauvegarde papier d'un certain nombre de mots de passe qui permettent ensuite de recréer une clé matérielle comme ça externe. Et si vous avez une seule clé externe et vous la perdez, vous pouvez perdre accès à aussi le contrôle de votre compte. Ensuite, une fois qu'il y a eu ce Bitcoin qui a été créé, ces premières crypto-monnaies, il y a des échanges qui se sont créés. Donc, ce sont des sites web centralisés où vous allez pouvoir créer un compte, envoyer en fait les Bitcoins sur ce compte-là. Mais là, il faut faire attention parce que c'est des échanges qui sont centralisés. Et donc, après, c'est eux qui contrôlent les Bitcoins finalement dans leur système, dans leur site web. C'est eux qui sont les administrateurs du site web, et vous avez un accès pour venir contrôler vos bitcoins. Mais si jamais, par exemple, ce site web est hacké ou alors s'arrête parce qu'il y a un régulateur qui a dit qu'il faisait des choses criminelles et donc ils arrêtent le serveur, vous aurez beaucoup de mal à pouvoir récupérer vos bitcoins ou vos crypto-monnaies qui ont été stockées sur ces échanges. Et donc, sur ces échanges, ensuite, il y a d'autres crypto-monnaies qui sont créées et on peut facilement échanger un bitcoin contre, par exemple, il y a une autre crypto-monnaie qui est assez connue qui s'appelle Ethereum. Et sur un échange, donc faire comme quand on va chez Migros, faire des conversions entre une crypto-monnaie et une autre. Mais comme je vous dis, il faut faire attention puisqu'il y a beaucoup d'échanges qui n'ont pas fait du New York Customer. Vous savez, ils acceptent beaucoup de gens, beaucoup d'argent, et on ne sait pas du tout qui est le client. Or, là, les régulateurs et beaucoup de pays, en fait, n'acceptent plus ça. Ça a même été discuté récemment là, au G7, et il y a des nouvelles régulations importantes qui arrivent. Donc, grâce à notre compte et donc la clé privée, on va pouvoir, par exemple, Alice va pouvoir envoyer un certain nombre de bitcoins à Bob en signant numériquement une transaction. Mais vous voyez, ce qui peut se passer, c'est que si avant que dans le livre comptable qu'on appelle Ledger, eh bien, Bob, je veux dire qu'il y a une synchronisation du fait que Alice a envoyé tant de bitcoins à Bob, les mêmes bitcoins, elle les envoie à Charlie, après, on peut avoir un problème de synchronisation du livre comptable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un moyen dans ce système qui est, vous voyez, communautaire. Donc, quand un membre du réseau reçoit une transaction, il faut qu'il la propage dans tous les autres membres du réseau pour qu'ensuite, ça devienne véridique qu'il a bien reçu, par exemple, 2 bitcoins d'Alice. Si entre-temps, en fait, Alice, elle a le temps d'envoyer 2 bitcoins à Charlie et lui aussi, il essaie de propager cette transaction dans le livre comptable, après, on peut avoir un problème. Qui est-ce qui va avoir ces 2 bitcoins? C'est le premier qui va réussir à propager l'information dans la majorité des paires, des nœuds dans le système. Et donc, on avait besoin d'un système qui nous permette de faire qu'il y ait une synchronisation qui se passe bien. Et ce système, donc, ça a été, derrière, on a un système qui s'appelle la preuve de travail sur blockchain. Donc, le ledger, en fait, le livre comptable est représenté sous un certain nombre de blocs. Dans les blocs, il y a des transactions qui sont intégrées. Quand il y a une nouvelle transaction, et qu'il y a un nouveau bloc qui va être créé, la nouvelle transaction va être mise dans un bloc.
Et à un moment donné, le bloc va être fermé. Et ce bloc-là, en fait, va être ajouté à la chaîne de blocs qu'il y avait avant. Donc, on a plusieurs blocs. Et toutes les 10 minutes, on va avoir des nouvelles transactions, des nouveaux blocs qui vont venir être ajoutés dans la chaîne de blocs de Bitcoin. Et ça va créer donc la blockchain, la chaîne de blocs. Et pour éviter qu'il y ait des blocs qui est, par exemple, vous voyez ici, que ce soit Charlie qui ait les bitcoins ou Bob, eh bien, on a un système de consensus dans tous ces ordinateurs qui forment la communauté du réseau Bitcoin. Et ce consensus-là va être comment est-ce qu'en fait on va choisir qui peut écrire le prochain bloc dans le système. Eh bien, ça va être par preuve de travail. Donc, comme je dis, en fait, il y a en fait à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui peut être créé, il y a un problème mathématique difficile à résoudre par des ordinateurs qui est créé. Et les ordinateurs de chacun vont essayer de trouver la solution à ce problème mathématique. Et le premier qui arrive, ça, en fait, c'est un peu aussi au hasard. Il faut qu'il y ait beaucoup de puissance de calcul qui soit. Alors, plus on a de puissance de calcul, plus on a de chances de trouver la solution. Mais le système est fait pour que, en fait, même s'il y a comme je l'ai dit, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'ordinateurs qui tournent, que toutes les 10 minutes, on puisse, finalement, le système est fait pour la difficulté du système fait que même s'il y a beaucoup d'ordinateurs, toutes les 10 minutes, en fait, normalement, il faudra au moins 10 minutes pour que quelqu'un ait la chance de trouver la solution à ce problème. Et s'il la trouve, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va. Donc, c'est lui qui a trouvé la solution. Il dit à tous les autres, écoutez, c'est moi qui ai trouvé la solution. Il prend les transactions. Donc là, par exemple, il avait lu la transaction d'Alice et Bob. Il la met dans le bloc. Il la signe digitalement, donc avec sa propre clé de signature. Et il a 10 minutes, en fait, vous voyez, pour le renvoyer et que ça synchronise parmi tous les autres membres. Donc, en fait, Bitcoin est assez là. On peut faire peu de transactions sur Bitcoin. Mais en fait, il y a une raison, c'est pour que dans le système, parce qu'il y ait des ordinateurs en Chine ou aux États-Unis ou en Suisse, qu'il y ait assez de temps pour qu'il y ait une propagation du fait que c'est bien la transaction d'Alice et Bob qui va être synchronisée dans la majorité de tous les ordinateurs qui forment la communauté du réseau Bitcoin. Donc, on va avoir un certain temps, 10 minutes, pour qu'il y ait une bonne propagation de cette information-là. Et même, normalement, si c'est une grosse transaction, il faut même attendre 6 confirmations, donc 6 fois 10 minutes. Et au bout de 6 fois 10 minutes, si vous voyez, il y aura vraiment 99% des nœuds dans le système qui ont bien dit que oui, c'est bien Alice, la transaction qui est passée, c'est bien celle qui va à Bob, c'est pas celle qui est à Charlie, parce que elle a fait après, et puis en même temps, c'est la transaction qui a été mise dans le bloc le plus récent, c'était celle de Bob, c'était pas celle de Charlie. Donc Charlie, en fait, lui, si il n'avait pas attendu assez de temps, c'est vrai que dans le système Bitcoin, il aurait pu avoir sa transaction refusée à un moment donné. Donc, pour des grosses transactions, c'est pour ça qu'il faut souvent attendre 6 confirmations, 6 fois 10 minutes, environ 1 heure. Et donc, grâce à ça, la personne aussi qui a eu la chance de résoudre le problème mathématique difficile, eh bien, je regarde juste le temps. Voilà, donc il y a 6 minutes, c'est bon. La personne qui a aussi eu la chance de dépenser de l'énergie, donc de la puissance de calcul d'ordinateur pour trouver le problème et pouvoir écrire celui qui peut écrire le nouveau bloc dans le système communautaire, eh bien, actuellement, il gagne encore un certain nombre de bitcoins. Et en fait, tous les 4 ans, on a le nombre de bitcoins qui est gagné, quand on a trouvé la solution au problème mathématique difficile et on a pu écrire le bloc. Actuellement, c'est 6,25 bitcoins par quand on a trouvé quand on a eu la chance d'être celui qui a trouvé la solution, on a 6,25 bitcoins. Et dans 4 ans, vers 2024, ça sera 3,125, puisque c'est divisé par 2 tous les 4 ans. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a des modèles du Bitcoin qui évoluent. Vous voyez, ici, on a vu un pic, puis on ne voit pas ici, mais il y avait eu un autre pic. Et tous les 4 ans, en fait, il y a un pic. Vous voyez, là, c'est de 2018. Donc en 2018, on avait. Voilà, en fait,
le halving avait été en 2016. 2018, donc 2 ans, et 2020, 2 ans de nouveau. Donc, et donc, vous voyez, ici, après, on avait, là, en 2021, on a eu un pic à ce moment-là. En fait, normalement, dans le modèle Bitcoin, le pic, c'était pas encore le vrai pic. Le vrai pic, il devrait monter à 230 000 environ et redescendre. C'est ce qu'on appelle le modèle stock to flow. Et après, en mi-2024, il y aura un nouveau cycle. Et ce cycle-là, en fait, vient du fait que tous les 4 ans, il y a le nombre de bitcoins qui sont gagnés, qui sont divisés par 2. Et pourquoi c'est ça? C'est parce que vous vous rappelez, il y a 21 millions de bitcoins. Et donc, si on avait toujours la même récompense quand on trouve la solution à un bitcoin qui resterait à 6,25 ou avant c'était même plus, si ça restait tout le temps, ça veut dire que tous les 4 ans, on aurait de plus en plus de bitcoin. Là, vous voyez, ça diminue tous les 4 ans parce qu'à un moment donné, les 21 millions de bitcoins auront été trouvés. Et là, en fait, alors comment le système continuera à fonctionner? Eh bien, en même temps, donc, actuellement, quand on trouve la solution, on a un certain nombre de bitcoins. Mais il y a aussi, en fait, pour pouvoir faire des transactions, il y a tout le temps des frais de transaction qui sont payés. Donc là, Alice, quand elle envoie le bitcoin à Bob, elle paye un petit frais de transaction. Et la personne qui va avoir la chance d'écrire dans le prochain bloc, c'est aussi elle qui va avoir les frais de transaction. Donc en fait, il y a 6,25 bitcoin plus un certain nombre de frais de transaction. Donc, ouais, vous voyez, en fait, la blockchain, là, en fait, c'est un système communautaire où il y a des blocs qui vont être écrits. Et la personne qui peut écrire dans le bloc, c'est celle qui a la chance de pouvoir résoudre un problème mathématique difficile avec un grand nombre d'ordinateurs. Il y a peu de transactions qui peuvent être faites à la minute parce que, vous voyez, il y a un besoin de synchroniser tous ces ordinateurs qui contribuent au système communautaire Bitcoin. Et donc, ça, en fait, ça fait que là, actuellement, le prix du Bitcoin montait et que il y a des limitations aussi au niveau du nombre de transactions dans Bitcoin qui peuvent être faites. Parce que, vous voyez, en fait, le système, en fait, pour être sécurisé, a besoin de ce temps-là pour synchroniser, faire un consensus de ce qui est écrit dans le livre comptable du système communautaire. Alors, comme Bitcoin a des limitations, on a vu l'énergie, qui peut, il y a toujours beaucoup d'énergie qui est jouée, qui est mise en jeu. Après, on pourrait avoir l'énergie verte, mais ce n'est pas encore le cas totalement. Il y a d'autres systèmes qui sont mis en place, et donc la plupart des autres systèmes ont aussi leur crypto-monnaie, leur propre, vous voyez, système économique qui permet, comme ça, la plupart de ces systèmes-là sont communautaires, ils doivent inciter les gens à venir fournir des ordinateurs pour faire des choses dans le système, et ces gens-là, ils ne vont pas le faire bénévolement, et donc ils ont d'autres tokens, par exemple Ethereum, il y a un autre token qui permet de faire plus de transactions, mais aussi non seulement des applications financières, mais aussi des applications du type, par exemple, vérification du supply chain, de la chaîne des transactions non pas financières, mais des transactions de transfert de propriété entre personnes. Donc, par exemple, on peut avoir transfert de propriété de montres de luxe. Ça a été récemment, il y a plusieurs projets qui ont fait ça. Il y a le groupe Richemont sur Genève qui a fait un système de ce type-là. Donc, on va dire non pas j'envoie en fait des bitcoins à Bob, mais j'envoie la propriété du monde de luxe à Bob. On peut aussi avoir d'autres systèmes, donc par exemple le suivi de transfert par exemple, de médecine, de vaccins, et pouvoir suivre comme ça après dans la blockchain, dans le livre comptable, parce que vous voyez, toutes ces transactions-là, en fait, sont dans un livre comptable qui est partagé communautairement, et donc on a une possibilité de tracer les choses assez bien. Il reste peu de temps, donc voilà, donc si vous voulez aller plus loin dans ce domaine des crypto-monnaies et des blockchains, on a donc ce CAS, certificat d'études avancées. Le module 1 est ouvert à tout le monde, à l'Université de Genève. Il se fait en 3 jours. On est en train de faire une version un peu plus courte. Ça sera vers mi-septembre. Et je vous rappelle, le site web, donc c'est CAS Blockchain Certification. Il va évoluer un peu normalement. Là, on est en train de refaire une nouvelle version. Mais voilà.
Merci, à bientôt, hein, c'est fini.